by the sun. And then, of course, the mission's end itself is completely unique. Starting in 2016, ending in 2017, these orbits will take us up and over the north and south poles of the planet. We're actually going to dive in between the innermost edge of the D-ring and the upper atmosphere of the planet itself. From that, we're going to learn how was Saturn constructed from inside out. We'll also get the magnetic field of the planet, the mass of the rings for the very first time, and get to sample a place that no spacecraft has ever flown before. This is a mission that cannot be duplicated. So we really want to take advantage of this opportunity to observe seasonal variation in the system. Bravo. Bravo. Bon, je suppose que vous avez des questions. Alors, question. Moi, j'en ai une avant de vous passer. C'était drôlement gonflé de passer entre les anneaux. Est-ce que vraiment on ne prenait pas de risque? Vous vous rendez compte ce qui aurait pu se passer? Il ne marche pas le micro là? Ah, alors. Oui. Alors en fait, oui, on prenait des risques, mais je vais vous faire un petit calcul très simple. Une telle mission comporte toujours des risques. Le plus gros risque, c'est au lancement. Il y a statistiquement 5% de chance de louper le lancement, d'exploser, 5%. Et les risques, il y avait des risques de passer à travers les anneaux, des modèles de quantité de matière en fonction de la dimension ont été faits et des calculs ont été établis afin que le risque soit inférieur, alors je ne sais plus si c'est 1/10 ou 1/1000. Donc le risque que Cassini se fasse dégommer par un caillou était 100 à 1000, 10 000 fois plus faible que le risque au lancement. Donc, et là, il y a la dernière phase de la mission où on va vraiment passer à travers un milieu complètement inconnu. Il y a aussi des risques, mais je crois que c'est un peu ce qui fait la beauté de cette fin de mission, c'est qu'on va prendre des risques et je pense que les risques vont nous montrer que ça valait, enfin les résultats vont nous montrer qu'il fallait prendre ces risques. Une question. Pourquoi en ce moment y a-t-il un vortex hexagonal au pôle? C'est une bonne question. C'est une bonne question qui n'a pas de réponse pour l'instant. Et d'ailleurs, j'avais une petite vidéo d'un spécialiste de Caltech qui pose la question, ce n'est absolument pas compris pourquoi il a cette forme de vortex. Uniquement au pôle Nord? Alors, je crois qu'il y a eu aussi une formation équivalente au pôle Sud, à la saison précédente. Mais la géométrie, c'est assez remarquable. C'est bon, là, c'est vraiment de la mécanique des fluides. Il y a beaucoup de modèles qui sont faits. Je pense que les spécialistes arriveront un jour à expliquer pourquoi. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'explication. Une question là. Je voudrais savoir s'il y a des volcans. J'ai toujours entendu dire qu'il y avait des volcans sur Titan. Ah. Alors, en fait, des cryovolcans. Donc, ça serait principalement du volcan de glace. Alors, il y a eu une publication qui a été faite, alors il y a une anecdote autour de ça, en 2005, sur l'observation d'un système en escargot, en coquille d'escargot, qui a été mis en avant comme le premier cryovolcan. En fait, les observations qui ont été faites après ont montré que ce n'était pas un cryovolcan. Par contre, il y a, oui, un cryovolcan, donc une espèce de cratère de plusieurs dizaines de kilomètres dans sa plus grande dimension, 1 ou 2 kilomètres de profondeur, qui a été observé.
Et il y a peut-être d'autres endroits qui changent beaucoup, sur la surface de Titan, qui changent beaucoup de luminosité au cours de la durée de la mission Cassini, qui pourrait être associée à un cryovolcan. Donc il y a probablement, oui, une activité volcanique, mais c'est un cryovolcan, donc c'est des volcans de glace en quelque sorte, à la surface de Titan. Ouais. Alors j'ai un jeune spectateur qui veut poser une question. Viens dans le micro, pas fort. Vas-y, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Voilà. Là, sur l'écran, la glace, on la voyait rouge ou orangée. Ah, la Titan. Les couleurs? Alors, Titan, c'est sur la question pose sur La couleur de Titan. la couleur de Titan. Voilà. Alors, comme je le disais, il y a du méthane qui est l'hydrocarbure le plus simple. Il y a des hydrocarbures plus complexes qui viennent de la décomposition du méthane, le résultat de toute une chimie organique qui se passe dans Titan, et ça forme de la brume, et cette brume, due au fait qu'elle filtre certaines couleurs du soleil, parce que ce que l'on voit c'est la lumière réfléchie du soleil, lui donne cette couleur orange. Alors en fait, je ne pense pas que tu sois allé au sud de Los Angeles, mais Los Angeles est une ville très polluée. J'ai souvent pris l'avion pour aller à Los Angeles. De temps en temps, mais Paris aussi, de temps en temps, on voit, surtout qu'il y a 10-15 ans, lorsque c'était vraiment pollué, on voyait aussi cette brume un peu orangée, qui était une brume qui avait sans doute plus ou moins une composition équivalente à celle de Titan. Donc la couleur de Titan, elle est due à la présence de ces aérosols de matière organique en suspension dans l'atmosphère. D'autres questions? Oui, alors je vais passer. J'en ai une sur l'eau salée. Vous dites que c'est un océan d'eau salée. Comment on sait que c'est salé? Alors, je suppose qu'on n'a pas mis le doigt dedans et on n'a pas. Si, on a mis le doigt dedans. On a mis le doigt dedans. D'accord. Alors, non, mais je vais répondre de façon un peu plus sérieuse. En fait, il y a un instrument à bord de Cassini qui analyse la composition des grains de poussière. Alors, donc ces grains de poussière, ils impactent le détecteur avec une vitesse de plusieurs 6, 7, 10 km par seconde. Ils se vaporisent, ils s'ionisent, ça forme des ions, et ces ions sont analysés par le détecteur. Et il a été détecté du sodium dans ces grains. Et les modèles ont montré que c'était vraiment de l'eau salée. Et c'est comme sur Terre, comme dans les océans sur Terre. Est-ce qu'on a une idée de l'importance du noyau rocheux au centre de Saturne? Je peux vous donner rendez-vous en 2017. En fait, oui, plus sérieusement, on a une certaine idée de l'intérieur de Saturne et de Jupiter et d'ailleurs de Neptune et Uranus, mais l'un des objectifs de la phase finale de la mission, c'est justement, avec des mesures de gravité, de champ magnétique, de mieux comprendre de mieux sonder en quelque sorte, quel est l'intérieur de Saturne. Et vraiment, je pense que la réponse qu'on pourrait vous donner maintenant, que je ne peux pas vous donner, je ne suis pas spécialiste, évoluera beaucoup lorsque la fin de mission permettra de mieux raffiner l'étude du champ de gravité de Saturne et donc de raffiner les modèles. Bon. Mais le noyau de Saturne est relativement petit puisque Saturne est peu dense. Peu dense, oui, Peu d'accord, dense. bien sûr. Ouais. Comme Jupiter, Saturne serait un soleil raté. Est-ce qu'on peut dire, bah oui, c'est un peu un soleil encore plus raté que Jupiter, parce que Jupiter est vraiment un soleil raté. Bah, il y a l'hydrogène et l'hélium. Donc, mais la réaction thermonucléaire n'a pas pu avoir lieu parce que la planète était trop petite. Et les températures atteintes à l'intérieur ne sont pas suffisantes. Bon, ben,
Une dernière question, voilà. C'est sur Titan que vous avez dit qu'il y avait une croûte de glace en surface, puis de l'eau liquide, et il y a de nouveau une croûte de glace. Quelle est la source d'énergie qui maintient l'eau liquide entre les deux? Alors, c'est principalement l'énergie interne de Titan. Alors, en fait, ces modèles ont été faits à partir de modèles thermodynamiques. Il y a des spécialistes à l'université de Nantes, entre autres en France, qui sont vraiment des spécialistes de la modélisation de l'intérieur des lunes glacées. Et ce sont eux, je pense, qui ont fait les meilleurs modèles. Et à partir de la thermodynamique,